Je m'appelle Alexandra Cossine, j'ai 32 ans et je viens de Genève. Je travaille en fait pour les campagnes d'urgence. Mon titre exact est coordinatrice des campagnes d'urgence. Alors j'ai une maturité en langue moderne. Je ne sais pas si ça existe encore, mais en tout cas à mon époque c'était maturité en langue moderne. Et ensuite j'ai enchaîné sur un master en relations internationales ici à l'Institut des hautes études internationales de Genève. Alors j'ai un peu une double casquette, c'est-à-dire que je suis en charge donc, des campagnes d'urgence. Donc c'est-à-dire que c'est tout ce qui est en fait le traitement en fait de cas qu'on peut recevoir des membres de notre réseau, puisque l'OMCT en fait c'est un réseau d'ONG qui sont basés à travers le monde et on reçoit des informations de leur côté, sur, par exemple des cas des victimes de torture, de mauvais traitements, de détention arbitraire, de disparition forcée ou d'exécution extrajudiciaire. Et donc, avec nos partenaires, on décide si une action publique est pertinente sur ce cas. Et donc ensuite, donc, pour moi, c'est de traiter l'information, de transposer en fait, les informations dans un appel urgent, une lettre aux autorités ou un communiqué de presse. Et ensuite de faire le suivi, à savoir une diffusion large à nos partenaires, destinataires qui sont intéressés, aux organismes de protection des droits de l'homme des Nations Unies. Donc par exemple, il y a un rapporteur spécial sur la question de la torture. Donc ces informations seront envoyées à cet expert. Donc faire le suivi à ce niveau-là et ensuite aussi rester en contact avec les membres, enfin la source de l'information, à savoir nos membres, pour savoir quel suivi donner au cas, savoir est-ce qu'il y a eu, cette action a eu un effet positif, ou est-ce qu'il faut peut-être lancer une deuxième action ou voir au sein de l'OMCT si d'autres activités pourraient être utiles dans ce cas-là. Et j'ai aussi une casquette un peu de plaidoyer, c'est-à-dire je m'occupe de tout ce qui est un peu activité de plaidoyer de l'OMCT auprès du Conseil des droits de l'homme, donc des Nations Unies. Donc en l'occurrence la prochaine session c'est en mars, donc on a pas mal d'activités à ce niveau-là, que ce soit sur des cas en particulier, des situations aussi de pays qu'on veut essayer de pousser pour que ça reste sur l'agenda, ou bien aussi on organise des événements parallèles sur un thème en particulier en invitant aussi des défenseurs, des membres du réseau à venir à Genève pour présenter les activités, la situation dans le pays en question. Alors bon, j'étais toujours très intéressée par la question un peu internationale et la question des droits de l'homme. C'était en fait lors de ma 4e année à l'Institut des hautes études internationales de Genève où j'ai décidé de focaliser un peu plus sur la question des droits de l'homme. Et donc par la suite aussi, donc j'ai voulu faire un stage dans une ONG pour voir un peu comment ça fonctionnait. Et puis donc voilà, après le stage, on m'a proposé donc un poste, j'y suis encore pour l'instant. Donc pour moi, c'est vraiment en fait vraiment l'interaction aussi avec des défenseurs qui viennent du monde entier, de voir comment ici aussi avec les Nations Unies qui se trouvent à Genève, comment on peut essayer de faire le lien, comment en fait sensibiliser aussi ici la population aux événements, aux violations des droits de l'homme qui peut se passer dans d'autres pays. Je pense que c'est difficile en tant que tel. Enfin, c'est vraiment dans mes activités courantes, c'est vrai que c'est flexibilité, c'est vraiment aussi les langues, ça aide énormément. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est amené à traiter avec différentes, enfin, à travers le monde, enfin on a différents membres à travers le monde, donc on doit vraiment pouvoir parler anglais, français, espagnol, c'est toujours un avantage, donc le plus de langues aussi, chinois, enfin voilà, russe c'est vraiment l'atout, ouais, les langues c'est vraiment très important. Flexibilité, oui, parce on peut avoir des horaires de travail aussi un peu décalés, donc souvent par exemple quand il y a des événements par exemple le conseil, donc on peut être amené à travailler plus tard, ou par exemple quand on a des cas, on ne peut pas dire ah maintenant c'est 6 heures, je pars, alors il faut, voilà, c'est une flexibilité, et puis forcément un intérêt aussi pour la question des droits de l'homme. Le côté positif, je pense, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir travailler avec des défenseurs du monde entier, de voir aussi quand on va sur place, on les rencontre et on voit dans quelles conditions souvent ces personnes sont amenées à travailler. Ça donne
enfin, ça vous pousse en fait, à continuer de travailler de l'autre côté également. Je pense que c'est vraiment très enrichissant à ce niveau-là. Aussi de savoir qu'on peut aider, enfin on peut apporter quelque chose aussi sur certains cas, même si c'est une petite goutte d'eau, mais c'est fort utile qu'on a aussi le contact avec la victime et que par exemple à travers un appel urgent on aura pu peut-être aider, si ce n'est peut-être pas à libérer la personne, mais au moins à ce qu'il y ait une attention sur le cas. Donc ça c'est souvent des apports très positifs. Négatif, il y a toujours aussi un côté très frustrant souvent quand on travaille aussi peut-être ici depuis Genève avec les Nations Unies ou par exemple le Conseil des droits de l'homme qui est un organe politique, donc on essaye des fois de se battre contre des États qui amènent eux leur vision peut-être aussi des droits de l'homme, donc c'est un peu le côté négatif. Et puis bon, c'est aussi des fois des horaires de travail qui sont un peu plus contraignants. Je vais donner un exemple assez récent. Donc, je suis partie avec une collègue en mission au Mexique. L'idée c'était aussi de rencontrer donc, des membres du réseau et des partenaires et également faire une petite mission de solidarité, comme on appelle ça, avec un membre du réseau qui travaille dans un état particulier du Mexique. Et je veux dire, c'était très très intéressant de voir comment les ONG travaillent sur des sujets très délicats aussi. Souvent dans des situations voilà, qu'on ne s'imagine pas, on leur demande par exemple, mais est-ce que vous avez subi des menaces ou autres. Puis ils nous répondaient d'une manière très, très normale, non, non, pas du tout. En fait, on reçoit peut-être des fois des coups de fil anonymes, on reçoit peut-être des fois des emails. Et c'est vrai que pour nous, ça c'est déjà une forme d'intimidation. Donc c'est vrai que c'était très enrichissant de voir comment ces gens, enfin ces défenseurs travaillent. Et puis aussi après donc la visite dans cet état, qui c'est l'état de Guerrero. Et de voir concrètement effectivement aussi le travail des ONG quant à la lutte contre la torture et l'impunité. Donc c'est vrai que nous on travaille énormément par exemple avec le comité contre la torture des Nations Unies. On essaye de faire avancer aussi, d'obtenir des recommandations de la part de ce comité qui sont bien poussées, précises pour que l'État en fait mette en œuvre ces recommandations. Et puis c'est vrai qu'on voit peut-être, on a vu sur place peut-être un décalage entre ces recommandations et comment en fait véritablement pouvoir les mettre en œuvre, puisque par exemple il y a une recommandation sur le Mexique qui dit qu'il faut interdire la torture dans le code pénal. Et en fait dans cet état en particulier, donc, puisque le Mexique est donc un état, une république fédérale, donc chaque état a aussi son code pénal. Et puis cet État n'a pas criminalisé en fait, la torture. Et c'est vrai que c'est un grand obstacle quand il y a des cas de torture et qu'on ne peut pas amener ces cas devant la justice puisqu'il n'y a pas la criminalisation de la torture dans le code pénal. Donc de voir après dans les faits comment est-ce qu'on peut aussi pousser, amener les autorités à changer un peu leur perspective. C'était très très intéressant. C'est toujours pouvoir de voir comment ça se passe sur le terrain concrètement. Je pense que c'est pour moi vraiment une plateforme de rencontre, une plateforme de dialogue. Je pense qu'il y a encore beaucoup qui pourrait être fait parce que souvent aussi on voit quand on invite des défenseurs, il y a des obstacles souvent, enfin des petits mais quand même je veux dire le problème avec des fois question de visa, problème des fois aussi financière parce que Genève reste très cher. Mais au-delà de ça, non, c'est véritablement l'idée d'une plateforme vraiment de rencontre et de dialogue. C'est un métier passionnant, c'est très enrichissant, il faut vraiment persévérer si on veut s'engager là-dedans parce que c'est vrai que c'est pas évident non plus, par exemple concrètement pour après trouver peut-être un poste, mais si c'est quelque chose qui intéresse vraiment, il faut vraiment essayer de persévérer, de frapper à différentes portes, d'essayer de faire aussi un maximum d'expérience, que ce soit ici, enfin à Genève ou bien surtout aussi à l'étranger en fait.